Bonjour, donc aujourd'hui un cours de BTS deuxième année sur le tourisme en France aujourd'hui. Alors c'est un cours qui ne va pas prendre en compte le phénomène lié au Covid, parce que c'est un phénomène encore trop récent pour pouvoir analyser son impact sur le tourisme en France, mais très certainement que l'année prochaine ou dans 2 ans, il faudra que je refasse cette vidéo pour analyser ce que cette pandémie aura eu comme conséquence sur le tourisme. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que la France est encore la première destination touristique mondiale, mais ce qu'on peut dire, c'est que le tourisme a évolué. C'est un phénomène qui s'est modifié. Les touristes ne viennent plus forcément dans les mêmes destinations, ils n'ont pas les mêmes attentes au niveau des services qu'il y a 50 ans, par exemple. Voilà. Donc c'est une activité qui est en évolution et qui aujourd'hui est en tout cas une activité très importante dans l'économie française et dans l'identité de notre pays. Alors, si on doit parler un petit peu de l'évolution du tourisme en France et notamment des atouts et des limites du tourisme en France, on va commencer en premier par les atouts en fait de notre pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme en France, c'est vraiment un des piliers de l'économie du pays. Ce qu'on peut voir, c'est que le tourisme représente 7% du PIB national, avec des recettes qui tournent autour de 40-45 milliards d'euros par an. C'est un secteur qui emploie presque 1 million de personnes à temps plein. Donc c'est vraiment un domaine majeur et un domaine stratégique dans l'économie de notre pays. Alors c'est un pays, la France, qui a aussi beaucoup d'atouts pour attirer les touristes, tout simplement parce que c'est un pays qui bénéficie d'une offre touristique très diversifiée et très complète en fait. Si on doit par exemple comparer avec l'Espagne, elle a une offre touristique qui est essentiellement tournée vers le tourisme balnéaire. Alors que la France propose un panel d'activités touristiques qui est très varié et très complet. Voilà. Le deuxième élément, c'est que la France a une position géographique très stratégique. C'est un petit peu la porte d'entrée du continent européen, en tout cas de l'Europe. C'est-à-dire que c'est souvent une destination un passage un peu obligé pour un voyageur qui vient des États-Unis, enfin du continent américain, et qui arriverait vers l'Europe en tout cas. Voilà. Ensuite, l'élément très important en termes d'atouts pour notre pays, comme on l'a déjà vu, c'est le patrimoine exceptionnel de la France en termes de richesse. Voilà, comme on a vu, elle a un patrimoine matériel et immatériel qui est vraiment très important. C'est le 3e pays en termes de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec 43 sites, comme par exemple la cité de Carcassonne. Donc c'est vraiment un pays dans lequel le tourisme est un élément majeur. On a aussi le 10e aéroport du monde avec Roissy, Charles de Gaulle, qui tourne à peu près à 65 millions de passagers chaque année. Donc il y a vraiment de vrais atouts par rapport au tourisme dans notre pays. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est que bien entendu, il y a aussi des éléments de faiblesse par rapport au tourisme dans notre pays. Un des premiers handicaps par rapport au tourisme en France, c'est que la France est un pays que l'on pourrait considérer comme un pays de court séjour, ou alors une destination de transit pour les touristes internationaux. Donc l'idée, c'est de se mettre un peu dans la tête d'un touriste chinois ou américain. Ce sont des gens qui vont considérer leur voyage en Europe comme un tour, en fait. Donc pour eux, c'est pas vraiment très intéressant ni très rentable de rester simplement en France.
Ils vont venir passer quelques jours en France, mais ensuite continuer vers l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne. En fait, ils envisagent plutôt leur venue en Europe comme la possibilité de visiter pas mal de pays, sachant que pour eux, la France se limite souvent, même si c'est un peu une caricature, mais quand même souvent un peu à Paris, quoi. Donc par exemple, si je traduis ça en chiffres, en 2016, ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité, sur les 83 millions de visiteurs, il n'y en avait que 68 millions qui en fait avaient la France comme unique destination. Les autres étaient en transit, en fait, avaient un programme qui les amenait en dehors de France. 50% des touristes internationaux effectuent un séjour de moins de 8 jours en France. Ce qui fait que le tourisme français, il a quand même un caractère assez, assez éphémère et assez volatile. Cet élément entraîne une conséquence tout à fait concrète, c'est que même si on est le premier pays en termes de destination, on est le premier pays en termes de destination touristique, on n'est que le 3e pays concernant les recettes touristiques, puisque finalement les gens ne restent pas très longtemps dans notre pays et donc n'ont pas véritablement le temps de dépenser la totalité de leur budget, puisque souvent leur parcours les amène à continuer dans d'autres pays autour de la France. Alors, un autre élément aussi qui peut être vu comme un handicap, c'est l'instabilité de la main-d'œuvre dans le secteur touristique. Les emplois touristiques en France ont tendance à être plutôt précaires, saisonniers, un petit peu comme à l'image de cette photo de ce serveur. Donc, c'est souvent des jeunes gens, souvent des étudiants qui font ça un petit peu l'été comme job temporaire, saisonnier. Ce sont souvent des emplois non qualifiés. 40% des emplois touristiques sont des emplois non qualifiés, de serveurs, d'animateurs dans des campings, enfin vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut retrouver sur les plages ou des choses comme ça, et qui sont souvent confiés à des personnes qui ont moins de 24 ans. Voilà. Donc ça pose quand même la question de la pérennité de ces emplois, mais également de la formation de ces emplois. Et donc forcément, in fine, ça pose aussi la question de la qualité du service qui est offert aux touristes. Voilà, on ne va pas rentrer dans des caricatures, mais souvent les touristes internationaux peuvent être un peu choqués. Il peut y avoir des réputations autour du service français, de serveurs pas très aimables à Paris ou des choses comme ça. Voilà. Alors, si on continue par rapport à l'analyse un peu du tourisme en France, on peut finalement analyser qu'il existe 5 grandes régions touristiques dans notre pays. Alors, bien entendu, la première région touristique de notre pays, c'est forcément Paris et l'Île-de-France. C'est vraiment le pilier du tourisme français. C'est là où on retrouve 30% de l'emploi touristique en France. C'est aussi la région de France la plus visitée, parce qu'on retrouve bien sûr le patrimoine le plus prestigieux, on va dire, avec par exemple Versailles, Notre-Dame, le musée du Louvre. Mais on va aussi retrouver une offre de shopping très importante avec des magasins de luxe, par exemple, sur les Champs-Élysées. Une offre culturelle aussi avec le parc Disneyland Paris ou le Stade de France. Enfin, voilà. Il y a vraiment une concentration à Paris. Bien entendu, de manière assez logique, c'est aussi la porte d'entrée de la France avec les aéroports, l'aéroport Roissy et Orly. Alors juste quelques chiffres. Les sites culturels les plus visités en France sont en premier lieu Disneyland Paris avec 16 millions de visiteurs par an. Ensuite, Notre-Dame de Paris avec 14 millions de visiteurs par an. Et le Louvre avec 9 millions de visiteurs. Ensuite, vous avez la Tour Eiffel avec 7 millions de visiteurs et le Château de Versailles avec 7 millions de visiteurs également. Alors, si on continue, la deuxième région la plus touristique en France, ça va être la côte méditerranéenne.
C'est le second bassin récepteur français, notamment en été, bien sûr. Il y a un tourisme qui est un tourisme estival, qui est particulièrement pratiqué dans cette région. Alors, l'avantage de cette région, ça va être bien sûr la douceur du climat, le climat méditerranéen. La présence aussi de stations balnéaires de renom international, très prestigieuses comme Nice, Cannes, Menton, Saint-Tropez. Nice, c'est la ville la plus visitée après Paris, notamment par les Anglais qui ont donné le nom à leur célèbre promenade à Nice. Si on continue, vous avez en troisième région ce qu'on va appeler le Grand Ouest. Donc c'est un ensemble qui englobe les régions Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Alors là aussi, c'est une zone très touristique. Tout au long de l'année, il y a un climat océanique qui permet des températures assez douces tout au long de l'année. Et c'est une région qui va attirer plutôt des familles, c'est un tourisme balnéaire plutôt familial, de classe moyenne, avec des stations assez célèbres. On pourrait par exemple citer Bénodet en Bretagne, ou les Sables d'Olonne. Voilà, donc il va y avoir des activités de thalassothérapie, de plaisance. Voilà, on peut aussi citer du tourisme vert ou culturel, comme la visite par exemple du Mont-Saint-Michel ou des châteaux de la Loire. Ce qui peut expliquer aussi le succès de cette zone, c'est forcément sa proximité avec Paris et donc les aéroports internationaux. Ensuite, la quatrième grande région touristique en France, ça va être la région des Alpes. Donc, bien entendu, avec un tourisme qui va être un tourisme plutôt blanc, saisonnier, hivernal, notamment pour tout ce qui est sport d'hiver. Donc, les Alpes, c'est le massif montagneux le plus élevé d'Europe. On va y trouver bien sûr de nombreuses stations prestigieuses de sport d'hiver. On pourrait par exemple citer Chamonix ou Courchevel. Ce qui est intéressant aussi et qui fait le succès de cette région, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à véritablement une double saison avec un tourisme estival en plein développement. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent la montagne l'été. 75% des touristes qui visitent la montagne viennent en été et vont pratiquer un tourisme vert du type randonnée ou sportif, du type VTT, équitation, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une zone qui attire des gens de plus en plus toute l'année, quoi. Voilà. Et pour terminer, la dernière région, donc la nôtre, le sud-ouest de la France, donc avec les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, on va dire. Donc qui arrive à la 5e position pour la fréquentation, avec un tourisme quand même assez diversifié. On va avoir sur cette zone un tourisme balnéaire, avec bien entendu la côte atlantique, avec des stations balnéaires de renom comme Saint-Jean-de-Luz ou Biarritz, mais aussi le tourisme blanc, le tourisme de montagne dans les Pyrénées, avec de nombreuses stations de sport d'hiver. Par exemple, on pourrait citer le cirque de Gavarnie, qui est un exemple de patrimoine naturel important dans notre région. On pourrait aussi citer Lourdes, qui est une destination très importante dans la zone du sud-ouest, qui attire de nombreux touristes. Il faut savoir que Lourdes, c'est la ville en France qui possède le plus d'hôtels après Paris. Et enfin, on pourrait aussi citer tout ce qui est gastronomique, avec le vin de Bordeaux, avec le cassoulet par exemple, tout ce qui est la nourriture autour du canard, ou alors les huîtres du côté du Cap Ferré, des choses comme ça. Voilà. Alors bien entendu, il n'y a pas que ces 5 grandes régions qui sont touristiques en métropole. Bien sûr, j'ai laissé de côté les territoires d'outre-mer, mais on pourrait bien sûr les citer. Il y a d'autres zones touristiques en France, mais là, on a vraiment mis en avant les 5 grandes zones touristiques. Si maintenant on parle un petit peu de l'évolution du tourisme en France, on va parler en premier de la pratique des touristes français, donc les touristes français en France.
ils ont quelques caractéristiques par rapport à leur pratique du tourisme. Premièrement, ils ont une fréquentation massive du territoire français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des touristes qui sont en France sont des Français. Par exemple, en 2020, les 3/4 des Français sont partis en voyage en France. Voilà. Alors, ce sont des séjours qui sont plutôt courts. 50% de ces séjours durent de 1 à 3 jours. La durée moyenne des séjours est de 5 jours. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les Français visitent quand même beaucoup leur propre pays, même si ce sont des séjours assez courts. Un autre élément de pratique, c'est la domination de la voiture et de l'hébergement non marchand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% des touristes français vont utiliser leur voiture personnelle, leur véhicule, pour se rendre dans la région française qu'ils vont visiter. Le train ne va représenter que 15% de ces transports. Et ensuite, on voit aussi que ces touristes français vont tout faire pour éviter le secteur de l'hébergement marchand. Ils vont éviter les hôtels, ils vont éviter les locations. En fait, ils vont tout faire pour passer par le secteur non marchand, c'est-à-dire se faire héberger chez des amis, dans la famille, dans une résidence secondaire. On a à peu près 70% des touristes qui essayent de passer par le secteur non marchand. Ensuite, en termes de fréquentation, les touristes français ont une fréquentation surtout urbaine. Donc, ils vont visiter des villes, par exemple le Toulousain qui va aller passer un week-end à Paris. Ils vont avoir des fréquentations littorales, bien sûr, l'été, ou des fréquentations alpines l'hiver. Voilà. Les villes, ça reste les destinations préférées des Français, avec 30% des nuitées. Et le littoral et les montagnes représentent à peu près 20%, représentent chacun à peu près 20% des nuitées. Voilà, donc voilà un portrait robot à peu près du tourisme français en France. Concernant le tourisme étranger, donc ce qui la caractérise, ça va être surtout la présence d'une clientèle à plus de 80% européenne, donc des voisins en fait. Voilà, les 3/4 des touristes étrangers qui visitent la France sont des Européens. Ça paraît logique, puisque forcément ils sont à côté. Donc le pays le plus représenté, ça va être les Allemands, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, les Britanniques ensuite, les Belges, les Néerlandais et les Suisses. Donc on observe surtout la prédominance de pays d'Europe du Nord, plus riches dans les flux touristiques. La moyenne du séjour est à peu près de 6 jours. Si on sort du cadre européen, la nationalité la plus représentée parmi les touristes internationaux, ça va être les Américains, qui vont être les plus nombreux. Et ensuite, on voit apparaître petit à petit aussi de plus en plus de nationalités liées aux pays émergents. Par exemple, la fréquentation indienne, brésilienne a fortement augmenté ces dernières années. Lorsque les touristes sont en dehors de l'Union européenne, le séjour est un peu plus long. En moyenne, on considère que c'est un séjour de 7 nuits en France. Bien entendu, au niveau des moyens de transport, vous allez avoir, bien entendu, lorsqu'il s'agit de touristes qui viennent en dehors de l'Europe, l'utilisation bien sûr massive de l'avion. Mais pour les touristes européens, 75% d'entre eux vont utiliser la voiture ou le bus pour se rendre en France. Contrairement aux touristes français, ce sont des touristes qui vont beaucoup plus utiliser l'hébergement marchand. À peu près 70% de ces touristes internationaux vont utiliser les hôtels, les campings, notamment les campings l'été, qui sont fréquentés quasiment exclusivement parfois par des Européens, notamment les Néerlandais qui apprécient ce type d'hébergement durant la saison estivale, notamment au bord de la Méditerranée. Alors, pour terminer, juste deux éléments
d'analyse concernant l'évolution du tourisme en France. Le premier élément, c'est le développement de ce qu'on appelle la résidentialisation. Alors la résidentialisation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le développement de l'installation de nouveaux résidents dans des communes touristiques. C'est-à-dire le fait que des touristes qui passent souvent, qui ont l'habitude de venir au même endroit pour passer leurs vacances, décident d'acheter une résidence secondaire pour pouvoir s'installer, pour pouvoir en fait se fixer à un endroit pour leurs vacances, pour leur moment de détente. Alors, premièrement, les gens qui ont fait ça, c'était souvent des retraités qui venaient s'installer dans un endroit qu'ils appréciaient, d'anciens touristes en fait qui devenaient retraités, qui passaient leur retraite à cet endroit-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'actifs qui achètent une résidence secondaire dans leur lieu de vacances. Donc vous avez des communes aujourd'hui en France où il y a un taux très important de résidences secondaires. On pourrait par exemple citer La Baule en France, mais il y en a plein, Arcachon. Voilà. C'est-à-dire que si vous vous baladez dans ces villes l'hiver, vous allez voir beaucoup de villas aux volets fermés, parce que tout simplement, ce sont des communes qui vivent, entre guillemets, surtout l'été. Les maisons sont habitées, lorsque c'est des résidences secondaires, bien entendu, pendant les périodes estivales. Alors, le dernier élément dont je voulais aussi vous parler en termes d'évolution du tourisme en France, ça va être le développement de l'hébergement non marchand. Alors ça, c'est un gros problème, bien entendu, pour le secteur de l'hôtellerie traditionnelle. Bien entendu, les touristes étrangers, les arrivées internationales, vont souvent continuer à pratiquer l'hôtellerie traditionnelle. Mais de plus en plus, notamment les jeunes générations, vont essayer de trouver des méthodes alternatives d'hébergement. Alors bien sûr, on pourrait parler de Airbnb, on pourrait parler de Couchsurfing, qui est une méthode gratuite d'hébergement, donc ça existe de plus en plus, parfois contre certains services, parfois des échanges de maisons aussi. Donc en fait, il y a un développement, notamment grâce à Internet et aux nouvelles technologies, de sites dans lesquels on peut, si vous voulez, trouver un moyen pour éviter de passer par le secteur hôtelier traditionnel. Ça pose un sacré problème, bien entendu, au secteur hôtelier, qui considère ces méthodes alternatives comme une concurrence déloyale. Ça peut parfois être le cas, notamment avec le système Airbnb dans des grandes villes comme Barcelone ou Paris. Les États ont été obligés aujourd'hui de légiférer pour essayer de contrôler, de réglementer ces systèmes-là. Mais il y a vraiment une vraie tendance, de plus en plus, notamment avec Internet, il y a une tendance à éviter les acteurs traditionnels du tourisme, notamment les agences de voyage traditionnelles. Aujourd'hui, un jeune qui a accès à Internet, il va avoir tendance à essayer d'organiser son voyage tout seul, de réserver son billet d'avion tout seul, de trouver une chambre à louer chez l'habitant, d'essayer de réduire les dépenses et donc de ne pas passer par les services traditionnels d'une agence de voyage, d'un hôtel, des choses comme ça. Voilà un petit peu pour le portrait robot du tourisme en France et de ses évolutions principales, sachant qu'aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, ce serait intéressant d'analyser ce qui va changer. Peut-être que rien ne changera, mais peut-être aussi que de nouveaux éléments d'évolution risquent d'apparaître prochainement. Voilà. Je vous souhaite... j'espère en tout cas que vous avez bien compris tout ce que j'ai raconté. Et puis, si jamais il y a un problème, vous pouvez me faire un message ou alors on en reparle en classe. Voilà.